joindre pour ce 18h de Télé Nantes. J'aurai le plaisir d'être là avec vous chaque soir de la semaine pour notre émission quotidienne. Avec ce soir, un programme qui va se jouer en deux coups, si je puis dire, si vous me permettez l'expression, puisque nous allons parler d'échecs. Eh bien oui, c'est la 15e édition de l'Open international d'échecs qui se passe à Sautron. Ça se déroule toute la semaine encore. On s'est dit que c'était vraiment l'occasion rêvée de vous offrir une plongée dans un univers singulier où des cavaliers, des tours, des fous ou encore des pions s'attaquent ou défendent des reines et des rois. Un truc de dingue. On va parler de ça avec nos invités dans quelques instants. Et puis le deuxième coup de cette émission est tout à fait musical, puisque nous accueillerons en fin d'émission Lucas, notre chroniqueur musique, qui nous donnera de bonnes idées de concert. Le 18h de Télé Nantes, c'est tout de suite. Eh bien oui, nous parlons d'échecs ce soir sur ce plateau du 18h de Télé Nantes à l'occasion de la 15e édition de l'Open international d'échecs de Sautron, une compétition organisée par le club d'échecs de Sautron dont je reçois deux membres éminents, n'est-ce pas? Avec tout d'abord Koen Makils, je prononce bien votre nom, d'origine flamande. D'origine flamande, résident en France, même à Sautron depuis 25 ans maintenant. Eh bien, parfait. Vous êtes le président du club d'échecs depuis 2010. Depuis 2010, donc de Sautron. Et avec vous, Michel Barbeau, membre du bureau de ce club également et responsable de l'organisation de cet Open. Voilà, tout à fait. 240 joueurs internationaux sont réunis à Sautron là, depuis quelques jours pour cet Open international. C'est un nombre important, donc c'est un rendez-vous important pour les joueurs d'échecs de haut niveau, cet Open? Tout à fait. Alors pour les joueurs d'échecs de haut niveau, mais aussi pour les joueurs de la région, du Grand Ouest de la France. Et puis on a des joueurs d'Alsace, du Sud de la France, en plus des internationaux. Tout à fait. Il y a un lien particulier entre les échecs et Sautron. Comment on explique que ce tournoi se tienne là à Sautron? D'où ça vient? Très belle question, parce que chaque fois qu'on va à l'aéroport chercher nos joueurs internationaux, ils se posent la même question. Qu'est-ce qui se passe à Sautron pour avoir? Qu'est-ce que vous avez fait? On a eu la réaction des joueurs bulgares il y a quelques années qui se disent entre eux, si vous faites un tournoi en France, allez à Sautron, c'est le meilleur. Donc on n'a jamais expliqué ça vraiment. Il faut dire que mon prédécesseur, M. Sorin, qui avait à peu près créé le club, était très motivé pour faire des choses. Donc il avait créé une équipe de bénévoles autour de lui. Et donc c'est lui qui a créé l'événement en 2001. Et au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur. On en voit des images d'ailleurs, des images qui ont été tournées ce matin sur la compétition. Et je crois que votre prédécesseur aussi, il a créé une dynamique des échecs à Sautron, oui. Avec les écoles. Tout à fait, effectivement. C'est une raison du succès du club d'échecs de Sautron, c'est qu'effectivement, un entraîneur intervient dans les écoles, donc en grande section et CP. Ouais. Effectivement, pour initier les enfants, pour leur présenter le jeu d'échecs. Et alors, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on peut apprendre à jouer aux échecs à l'âge de 5 ans, 6 ans. Et on va y revenir tout à l'heure, mais juste pour terminer sur cette action auprès des écoles, ça veut dire quand même que forcément, si on intervient auprès des jeunes dans les écoles pendant plus de 10 ans, ça crée des joueurs adultes. Tout à fait. C'est un peu l'idée. Il y a combien d'adhérents au club d'échecs de Sautron? Cette année, on est à peu près une centaine d'adhérents. Ouais. C'est toujours un peu variable. On a un plus faible nombre en début de saison et on recrute un peu plus au fur et à mesure de la saison. Mais on a perdu quelques adhérents. Normalement, on aurait dû être autour de 120, donc une bonne centaine d'adhérents. Ce qui est pas mal. Qui est pas mal, qui nous fait, j'ai regardé, on était 18e club de France. Oui, et puis vous me souffliez tout à l'heure dans l'oreille, Michel Barbeau, qu'à Sautron, il y avait plus de joueurs d'échecs par habitant qu'ailleurs en France. Tout à fait. C'est quand même une statistique étonnante. Voilà, tout à fait. Il y a 60 000 licenciés à peu près aujourd'hui dans le monde des échecs pour 6 millions d'habitants. Donc on dit un joueur d'échecs pour 1000 habitants en France. Sautron, on est un pour 80. Ah ouais, donc là, c'est vraiment la terre des échecs dans l'Ouest, c'est Sautron, d'où cette 15e édition de l'Open international. On l'a vu un peu sur les images tout à l'heure, et vous nous le disiez, tout le monde joue aux échecs. C'est-à-dire que tous les âges, des hommes, des femmes. Tout à fait. Mixité sociale, tous les niveaux. On a même cette année quelque chose qui peut paraître très étonnant, c'est qu'on a des gens qui sont, un joueur qui est non-voyant, qui joue contre les voyants. Donc il y a des gens qui sont handicapés, qui jouent aux échecs parmi les gens valides. Donc, voilà. Et aujourd'hui, sur l'Open, on a 5 joueurs à plus de 70 ans. Et on a une dizaine de joueurs qui ont à peu près 10 ans et moins, qui jouent la même compétition, qui participent à la même compétition. D'accord. Et comment ça s'explique, ça ?
cette diversité de profils de joueurs et de joueuses? Ça s'explique parce que chacun amène ses compétences. Les joueurs plus âgés ont de l'expérience et les jeunes ont plus de capacités intellectuelles, sont plus dynamiques. Donc effectivement, ça fait des confrontations très intéressantes. Ça d'une part. D'autre part aussi, c'est que ce n'est pas une compétition à élimination. On a la première ronde, à chaque ronde, on fait un petit classement intermédiaire, ce qui fait que chacun, comme Michel disait, va jouer à son niveau de compétence. Les joueurs qui sont en bonne forme, ils vont faire ce qu'on appelle une très bonne performance, et ils vont être très contents. Les joueurs qui sont en méforme ou qui ont abusé un peu la veille ou sont fatigués, va être une contre-performance, ils vont être mécontents, mais bon, ça va les inciter à faire nouveaux tournois pour récupérer cela. Mine de rien, vous venez de tordre le cou à une idée peut-être préconçue qu'on a du joueur d'échecs qui serait hyper sérieux, hyper studieux. Non, il peut abuser la veille d'une compétition. Je ne sais pas, il y a un film. C'est sport, donc voilà, comme dans chaque il sport. peut y avoir débordement. Pour connaître un petit peu le niveau, il y a un film qui est sorti il y a à peu près un an qui s'appelle Le Tournoi. Donc effectivement, c'est un peu excessif, c'est un peu grand public et tout, mais il y a des choses qui sont pas très loin de la vérité. Pas très loin de la vérité. Tout à fait. Il y a beaucoup de joueurs d'échecs. Les joueurs d'échecs sont très joueurs dans la main. D'accord. Donc c'est souvent des joueurs de poker aussi. Voilà. Et c'est des joueurs qui ont l'habitude, effectivement, à très haut niveau, d'avoir un côté assez festif, pendant les compétitions. Et en tout cas, de pouvoir être à plusieurs longtemps tard le soir sur une partie. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure, des enfants peuvent jouer aux échecs. Il y en a, vous me disiez, dans ce tournoi, là, dans cet Open international, il y a un enfant de 7 ans? Alors, le plus jeune dans l'Open International, 7 ans. Et en parallèle de l'Open International, on a un Open jeune où là, on fait jouer que les enfants. Et effectivement, on a des enfants de 6 ans qui jouent aux échecs. Mais alors là, je me dis, à 6 ans, on est en CP. À 7 ans, on est en CE1. Je croyais qu'on jouait aux dames à cet âge-là. Je pensais que les échecs, c'était trop compliqué. On peut jouer aux échecs à cet âge-là. Et je peux même vous dire qu'on peut même déjà commencer à être assez fort aux échecs. Ce matin, alors, je n'ai pas regardé les résultats de la dernière ronde. Mais ce matin, en table 1, donc ça veut dire les meilleurs, genre de tournoi jeune, on avait un poussin. D'accord. Donc un poussin, c'est quelqu'un qui a moins de 8 ans. Et c'est intéressant parce qu'il peut jouer contre des adultes. Tout à fait. Et c'est vrai que ça donne... voilà. Votre fils, vous avez un fils en tout cas, Michel, qui est un joueur professionnel de haut niveau. Alors il n'est pas professionnel, il est étudiant, mais effectivement il a le niveau maître international, il attend sa norme. Mais effectivement, oui, alors donc il est encore sur un âge où on arrive à marier les études et le jeu d'échecs. Choisir. Oui, à un moment donné. Oui. Alors, le choix va être vite fait. Hein. On ne vit pas, très peu aujourd'hui des échecs en France. Donc là, le papa va intervenir, va dire, écoute... Oui, je pense qu'il est conscient. Il est conscient que c'est très difficile d'en vivre. Il a commencé jeune aussi? Il a commencé en grande section. Club d'échecs de Sautron, en grande section. Et un jour, il est rentré en disant, à l'école, on m'a montré les échecs, je voudrais m'inscrire au club d'échecs. Je lui ai dit, non, c'est pas possible, pas à ton âge. Et en fait... Donc pendant un an, il n'a pas fait d'échecs. Et puis il est revenu, il a dit, si ça m'intéresse et tout. Donc voilà, il a commencé comme ça. Et puis il a 20 ans aujourd'hui et il n'a pas arrêté. Voilà, il est passionné. Donc, voilà. Alors on a parlé des joueurs, on a vu que ils étaient divers, variés. On va parler du jeu. Je disais en introduction, c'était facile. Je parlais des fous, des tours, des cavaliers. C'est quand même un petit peu ça. On ne va pas détailler les règles, mais en un mot, il faut coincer le roi. Ça, je le dis avec mes mots à moi. Oui. C'est un peu le but des échecs, c'est de coincer le roi et l'empêcher de bouger, le mettre mat. Oui. Mais la petite particularité, c'est que toutes ces pièces ne se déplacent pas de la même manière. Oui. C'est un peu ça, je résume bien. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, on a tout dit. Voilà. Bon, qu'est-ce qui est compliqué dans les échecs? Alors, on peut jouer aux échecs sans que ce soit compliqué. C'est-à-dire que les enfants de 6 ans, ils jouent aux échecs, ils arrivent à prendre du plaisir à jouer aux échecs et ils n'ont pas forcément une profondeur de calcul très importante. Mais on peut jouer comme ça sans que ce soit compliqué. Après, effectivement, quand on veut progresser, quand on veut devenir un joueur très fort, il faut anticiper. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder l'échiquier tel qu'il est présent devant, mais il faut imaginer comment il sera dans 1, 2, 3, 4, 5 coups. Et c'est là qu'il va falloir décider comment je vais orienter ma partie pour obtenir une position gagnante ou une position meilleure dans 4-5 coups. C'est peut-être là qu'on fait la différence entre les échecs comme sport de haut niveau, parce que c'est un sport, les échecs, et puis les échecs qu'on joue chez soi, comme ça, vite fait, bien fait. Tout à fait. Pour se faire plaisir. Tout à fait. C'est pour ça qu'on peut jouer aux échecs sans forcément travailler beaucoup. On peut prendre du plaisir à jouer rapidement comme ça. Pourquoi on dit que c'est un sport? Pourquoi c'est un sport, pardon? Qu'est-ce qui fait que les échecs est un sport? Ça obéit aux règles de définition d'un sport. Et un sport, c'est quelque chose qui est normé, qui est codifié, sur lequel il n'y a pas de place à l'aléatoire. Il faut qu'il y ait une fédération, il faut qu'il y ait des compétitions. Donc tout ça, aujourd'hui, on trouve tout dans le monde des échecs. Dans les échecs, il y a tout ça. Voilà. Il y a tout ça, et c'est une compétition, on va dire, entre individus ou entre équipes. On dit toujours, on ne bouge pas, on reste assis toute la journée. Ouais. Le tir au pistolet est une discipline olympique, où on bouge encore moins.
Donc c'est vraiment un sport. Il suffit de venir voir chez nous en fin de journée quand la partie a fini après 6 heures de combat entre les deux joueurs. Les deux parties sont lessivées. On voit le joueur tout rouge et épuisé. Ils ont donné beaucoup, quoi. Ah c'est une énergie. C'est quoi les compétences nécessaires pour jouer aux échecs? La volonté. La combativité, je pense. Volonté, combativité. Et puis après, la logique. Oui, la logique, la mémoire. Ça vient en apprentissage. La mémoire, tout ça. Logique, mémoire, ça se travaille tout ça? Ça se travaille. Oui, ça se travaille, bien sûr. Oui. Et puis une capacité, j'imagine, de concentration importante. D'abstraction. Ça fait un peu austère tout ça, excusez-moi messieurs. Hein. C'est vrai, effectivement. Alors, c'est vrai, effectivement, et on pourrait se dire aussi que ça plaît plus aux garçons qu'aux filles, ce qui est la vérité. Parce qu'effectivement, dans le monde des échecs, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Alors, quand ils sont tout petits, on parlait des écoles tout à l'heure, quand ils sont tout petits à l'école, il y a un peu plus de garçons que de filles, mais très rapidement, quand on arrive à 14-15 ans, la grande majorité des filles ont abandonné. D'accord. Donc, combativité, volonté, concentration, logique, mémoire. Rigueur. C'est un lien avec les maths? Je ne sais pas pourquoi, moi je me suis toujours dit ça. Oui, on va dire les matières scientifiques, mais il faut savoir par exemple qu'il y a quand même des pays aujourd'hui en Europe où les échecs sont enseignés à l'école. Donc l'Allemagne par exemple, l'Espagne se pose la question. Là, très récemment, là en Espagne, il y a une loi qui a été votée qui laisse la possibilité aux régions d'inclure cette discipline comme matière à l'école obligatoire ou optionnelle. Parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, ça développe des compétences qui sont réutilisées dans les matières scientifiques. D'accord. Bon, vous n'êtes pas venu les mains vides et ça, on vous en remercie. Vous nous avez apporté, alors tout d'abord, un magnifique jeu d'échecs. C'est la taille normale d'un jeu d'échecs en compétition? Est-ce qu'il est assez grand? On va dire que c'est un jeu d'échecs de luxe. C'est les jeux d'échecs, voilà. C'est les jeux d'échecs qui permettent... Alors, c'est un appareil électronique qui permet de capturer... Oui, parce qu'on ne va pas pouvoir le voir, mais il y a une petite prise USB là sur le côté. Tout à fait, il y a des prises. Et chaque pièce contient une puce électronique qui permet de repérer, la pièce... de repérer la pièce sur l'échiquier, et ce qui permet à un ordinateur de capturer le déplacement des pièces pour pouvoir retransmettre sur Internet les parties en direct, ce qui est le cas actuellement pour l'Open de Sautron. Quand on va sur le site de Sautron, on a accès à les 11 parties sur les meilleures parties qui sont disponibles en direct et qui sont beaucoup regardées. On le sait par exemple parce que quand malheureusement on a un problème de retransmission, très rapidement on a la boîte aux lettres mail qui déborde. Les gens ne sont pas contents parce qu'ils ne peuvent plus suivre les parties. Pourquoi il n'y a plus de parties exactement? Donc on s'amuse à regarder les statistiques. Donc on voit bien des connexions de gens qui viennent de l'Amérique du Sud, de l'Europe de l'Est, pour voir ce que font les maîtres et les grands maîtres, pour regarder comment ça se passe. Les maîtres et les grands maîtres, c'est le nom qu'on donne aux compétiteurs d'un certain niveau? Oui, il y a tout un protocole. Il faut avoir un classement. Alors, aux échecs, on exprime son classement personnel en classement Elo, d'un nom d'un physicien. C'est un physicien. Bon, en gros, la règle est assez simple. On gagne des points. Chacun a un classement Elo si on joue ensemble. Qu'on a un classement à peu près équivalent. Si je gagne contre vous, je vais gagner des points. Vous allez en perdre. Logique. Voilà, logique. Donc ce classement Elo, effectivement, quand on veut devenir maître international, il faut qu'il soit supérieur à 2400, au moins une fois dans sa vie. Il faut qu'on ait passé la barrière de 2400. Et après, il faut faire 3 fois des normes, ce qu'on appelle une norme. C'est-à-dire qu'au sein d'un même tournoi, il faut réussir une performance. Il faut battre des maîtres, des grands maîtres, et avoir fait un certain nombre de points pour obtenir une norme. Quand on a 3 normes plus le classement de 2400, on a le titre de maître international. D'accord. International. Et c'est à peu près, on va dire, le plus haut niveau qu'un joueur amateur peut atteindre. D'accord. Alors, vous nous avez apporté aussi un autre objet, c'est ça, c'est une pendule qui fait hyper rétro, d'ailleurs, je vous le dis. Je ne sais pas s'il y a des designs nouveaux qui existent pour les pendules des échecs. Mais bon, bref, alors moi, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. J'ai bien vu des parties d'échecs où on voit les joueurs jouer et appuyer, c'est ça? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un temps limité pour une partie d'échecs? Alors, depuis de nombreuses années, aujourd'hui, maintenant, le temps est limité parce qu'effectivement, historiquement, on ajournait les parties. On pouvait jouer des parties sur de nombreux jours et tout. Maintenant, c'est plus possible. On joue les parties en temps limité. Donc, la pendule est double. Chacun a son temps au départ. Oui, d'ailleurs, il y a deux petits exactement. leviers. Et quand c'est sur son temps, le temps va se décrémenter tant qu'on n'a pas appuyé sur le levier qui va basculer le décrément sur le temps de l'adversaire. Donc on a, pour simplifier, on a à peu près 2 heures, chaque joueur a à peu près 2 heures. Par partie? Par partie. Par partie. Donc là, sur l'Open de Sautron, c'est ce qui se passe. Oui, alors donc c'est les parties, alors si je suis logique, c'est 4 heures maximum. Alors c'est plus que 4 heures maximum parce qu'il y a une petite astuce qui fait qu'à chaque fois qu'on joue, on gagne 30 secondes. Ah, voilà. C'est un bonus. Voilà, il y a un bonus, effectivement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avant, quand on jouait sur des cadences qu'on appelait KO, où il n'y avait pas ce rajout de temps, on pouvait être gagnant complètement sur l'échiquier. Par contre, on arrivait à 0 à la pendule et on avait perdu la partie.
Oh, c'est sévère, ça. Ah oui. Quand la pendule est à 0, quelle que soit la position de l'échiquier, on a perdu la partie. Donc, d'où l'idée d'avoir rajouté ces 30 secondes de bonus. Voilà. Ça, on a toujours un petit rab, quoi. On a toujours 30 secondes pour réfléchir. Ouais. Pour réfléchir voilà. pour jouer. D'accord. Ouais. Ça, c'est, disons, le rythme de l'Open International. Et on va dire à peu près 4 heures de jeu, plus 30 secondes de parcours. Il y a d'autres variantes que nous, on appelle le blitz. Ouais. Où là, on a 3 minutes pour jouer et 2 secondes de parcours. D'accord, donc là c'est du speed échec, quoi. C'est du. Voilà, en événementiel ou pour voir à la télé, c'est du spectaculaire. Et là, à l'Open de Sautron, il y a des parties comme ça? Demain soir. Demain soir. Le public est invité d'ailleurs. Le public est invité. Super. On redonnera les infos pratiques tout à l'heure. Donc voilà pour la pendule, quoi. Son utilité, c'est quand on est dans un tournoi et qu'il y a un temps limité. Il y a combien de coups par partie en général? On joue une partie en combien de coups? En général, alors ça n'existe pas le général comme ça. C'est-à-dire que quand une partie dure moins de 20 coups, on appelle ça une miniature. Et celui qui a perdu n'est pas fier. On va dire ça. Ah oui, quand on perd en moins de 20 coups. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à haut niveau, enfin un niveau à bon joueur, les ouvertures sont connues. C'est-à-dire qu'ils vont jouer des ouvertures qu'ils maîtrisent, ils savent exactement ce qu'il faut jouer. Donc moins de 20 coups, c'est ce qu'on appelle une miniature. Donc c'est voilà. Après, on a des parties exceptionnelles qui peuvent durer 100, 120, 130 coups, qui peuvent durer. Le record historique enregistré, c'est 215 coups. Mais pour les calculs, on va dire dans le temps, on voit que on compte à peu près 60 coups. En moyenne pour une partie. 60 coups. Il nous reste déjà moins de 4 minutes. Je ne sais pas si vous imaginez, ça passe vite le temps chez nous. Hein. Vous nous avez apporté ça aussi, ce sont des feuilles qu'on a vues d'ailleurs sur les images tournées par Éric Egon ce matin à Sautron. Ce sont les feuilles de notes. Il y a le partenaire, hein, voilà. Il y a des partenaires pour l'Open, il faut le dire, parce que sinon, il n'y aurait pas d'Open. Exactement, voilà. C'est une grosse compétition. On a 2 partenaires historiques, effectivement, parce que sinon, on ne pourrait pas faire. On a des invités, il faut les loger, les nourrir. On imagine bien que le club de Sautron ne peut pas, lui tout seul, accueillir et gérer les 240 personnes sur ses fonds propres. Tout à fait. Donc, merci aux partenaires, on le dit. Donc, ces feuilles de notes, là, on a vu sur les images, on voit les joueurs noter leur coup. À quoi ça sert une fois qu'on a joué? Pourquoi on note? La notation est obligatoire pour pouvoir reconstruire les parties en cas de conflit ou d'incident. En principe, on fait intervenir l'arbitre pour dire « je ne suis pas d'accord » ou là, on voit une répétition de la position. On a déjà joué cette position tout à l'heure et ensuite, et là, c'est la 3e fois, et l'arbitre peut reconstruire la partie. Ou ce qu'on voit surtout chez les débutants, c'est qu'on voit, mais le roi, il est en échec, qui est un coup illégal. Donc, il faut retricoter... Attendez, mettre le roi en échec, c'est illégal? Laisser. Laisser son propre roi en échec, c'est illégal. Donc, l'arbitre va dire il faut revenir en arrière jusqu'à ce qu'on retrouve où on a mis le roi en échec et on reprend. Et on reprend de ce parti-là. Et donc, ça laisse une trace. Bon, après, j'imagine que pour les joueurs, c'est une trace, parce qu'eux, en voyant les coups, ils revoient la partie. Et puis, en entraînement et en analyse de partie, j'imagine que ça a du sens. Oui, les jeunes, ça leur permet de reconstituer le soir la partie et de l'analyser avec leur entraîneur pour savoir où est-ce que ça a pêché ou où est-ce qu'ils ont gagné la partie. D'accord. Voilà. Donc, du coup, je sais qu'il y a des arbitres. C'était une de mes questions. Est-ce qu'il y a des arbitres aux échecs? Arbitres officiels, internationaux. Enfin, il y a tout un décret d'arbitres. Et ils suivent une seule partie ou ils peuvent être sur plusieurs parties à la fois? Il y a 3 arbitres sur l'Open de Sautron, donc pour 240 joueurs, effectivement, donc ils tournent dans la salle et ils n'interviennent qu'à la demande des joueurs ou sur constatation d'un incident ou d'une anomalie. Et puis on va terminer sur un point que j'ai appris grâce à vous là, en parlant juste avant l'émission, c'est que vous me disiez qu'en compétition, on ne va pas jusqu'à l'échec et mat. Tout à fait. C'est malvenu aux échecs de pousser son adversaire jusqu'à jouer l'échec et mat. On abandonne aux échecs. On reconnaît sa défaite avant d'arriver. Dans le sport, on ne voit pas ça. C'est vrai. C'est particulier, mais c'est une façon, effectivement, de reconnaître sa défaite. Quand on considère que la position est perdue, on ne va pas on ne parie pas sur l'erreur de son adversaire. Oui, parce qu'en gros, les joueurs ensemble se disent « Ok, là, on voit qui est le plus fort, à moins... » que ce plus fort là fasse une erreur énorme, monumentale, la partie elle est pliée, donc on s'arrête. Voilà, c'est ça. En général, c'est le joueur qui reconnaît qu'il va perdre, qu'il a perdu, il arrête la pendule, il tend la main à son adversaire, et on serre la main et en disant oui, je reconnais, j'ai perdu, tu étais plus fort que moi. Donc on ne va pas à l'échec et mat. Pas à l'échec et mat. Et là où il y a beaucoup plus de débats, c'est que les 2 joueurs se mettent d'accord pour dire on ne peut pas gagner, on fait partie nulle. Et ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Alors, ça fait débat pour dire est-ce qu'il faut autoriser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent il faut interdire la nulle par accord. Il faut jouer jusqu'à la fin ou jusqu'à ce qu'un des 2 joueurs reconnaisse sa défaite. Et à l'Open, là par exemple, en compétition comme ça, qu'est-ce qui se passe? Les parties nulles existent? Nous, on a un règlement. Il faut jouer au moins 2 heures et 25 coups. D'accord. Donc là, à partir de là, Et à partir de là, on accepte
Et même, on a vu des joueurs qui ne respectent pas ce règlement-là, qui font répétition de position plutôt que ça. D'accord. Mais c'est fair play globalement, quand même, les joueurs sont fair play? Oui, Oui. Dans l'ensemble. Ouais. Dans l'ensemble. Parce qu'on voit bien qu'il faut se mettre un peu d'accord, il faut qu'ils se causent entre eux, quoi. Oui. Bon. Mais on voyait qu'il n'y a que 3 arbitres pour 240 joueurs, c'est que ça se passe bien entre les joueurs. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Sinon, Bon, en tout cas, c'est super. Merci beaucoup à vous deux. Pour avoir des infos pratiques et pour tout savoir, d'abord du club d'échecs de Sautron et de cet Open international, allez sur le site internet www.sautronechec.fr et là, vous aurez toutes les infos. On l'a dit, hein, c'est ouvert au public, donc les gens peuvent se rendre à ce tournoi. Restez avec nous, si vous voulez bien, messieurs, puisque à suivre, on va accueillir un homme qui est un grand fan d'échecs. Il n'était pas dispo pour l'Open, sinon il y serait allé. C'est Lucas, notre chroniqueur musique. Ben non, c'est pas vrai. Bah, les petits chevaux, oui, mais je me suis. Mais ça donne envie d'essayer. Mais vous avez commencé? Non, puis moi, vaut mieux pas que je commence. Ça va, Lucas? Très, très bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes venu avec 3 bonnes idées de sorties et de concerts et de musique à écouter. On va commencer avec Sidonie Box. Oui, Sidonie Box. Nantais. Qui aime les cuivres. C'est comme ça que je me suis dit qu'on pouvait le dire. C'est un peu ça. Mais bravo, mal, hein, bien joué. Avec un nouvel album qui est dispo depuis vendredi. Alors la pochette est juste sublime. En tout cas, moi je la trouve très très belle. C'est le batteur qu'on voit en photo qui s'appelle Arthur Nercy. Ouais. Sur scène, il est accompagné de ses 2 acolytes depuis bien longtemps. Ça fait 6-7 ans maintenant que le groupe existe. Des Nantais toujours. Donc il y a Ellie, il y a Manu également. Et là, un invité de marque, puisque c'est un grand, très très grand tromboniste italien. Alors excusez-moi pour l'accent. C'est pas grave. Juanluca Petrella, je ne sais pas. Ben, on va dire que ça va aller. J'ai appelé le groupe. Vous auriez pu faire Petrella, un truc comme ça. Mais j'ai du mal moi, avec la L. On va écouter un extrait, regarder du moins un extrait de Sidonie Box pour savoir un petit peu plus sur ce groupe. Voilà, c'est entre jazz, pop, musique électronique, comme depuis bien longtemps, sans oublier bien sûr les musiques improvisées. Le nouveau projet, parce que voilà, ils accueillent quand même un nouveau musicien, ils sont 4 sur scène, vous allez pouvoir les applaudir en concert à Nantes. Chez eux, donc, ils font une tournée monumentale, ils sont dans tous les pays, même de l'autre côté de l'Atlantique, très très souvent. Là, ils s'arrêtent chez eux à Nantes. Ce sera le 6 novembre à Jazz au 10. Et puis il y a la sortie de l'album qui sera fêtée également à Paris, une grande date à la Cigale. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez surtout pas. On ira. On va poursuivre avec les Fantastics. Avec un K, on pourrait se dire c'est pour faire plus rock, mais en fait c'est pas du tout rock. C'est très festif. Par contre, c'est hyper festif. Et puis ils ont revisité Superman. C'est génial. C'est des Nantais aussi. Hein. Exactement, des Nantais. Il y a un grand coup de cœur là aussi sur les Fantastics que je suis depuis quelques années. Je cite, c'est du super-héros qui tabasse le dance floor et terrasse les méchants à grands coups de kick snare, de batterie en quelque sorte. Je pense qu'on peut bien s'amuser et c'est prouvé. C'est un mélange festif de cumbia, dub, funk, du scratch, des percussions. C'est un crew en quelque sorte. Donc ils vont de 4 à 6 sur scène et ils seront notamment au concert au Ferrailleur. On en reparle juste après, un teaser de leur live. Moi les Fantastiques, j'adore. Franchement, j'ai jamais vu ni ressenti ça. C'était bien simple, ils m'ont fait danser toute la soirée. Et du coup, j'ai picolé grave. Merci les copains et on remet ça quand vous voulez. Des bisous. Ça va être terrible, les Fantastics, allez-y en famille, entre amis, vous allez passer un très beau moment, j'en suis sûr et certain, le samedi 7 novembre au Ferrailleur à Nantes. En plus, c'est pas cher, c'est pour tout le monde, c'est de 8 à 10 €. On n'aura peut-être pas le temps de l'écouter, il nous reste 30 secondes, mais elle n'est pas nantaise. Mais qu'est-ce qu'elle est mutine et sensuelle, hein, c'est Célassou. Avec ses beaux yeux bleus et ses musiciens, avec un nouvel album. Souvenez-vous, Célassou, c'était Ragamuffin il y a quelques années. On va écouter surtout le nouveau single qui s'appelle Alone. On n'a pas le temps, il nous reste que 20 secondes. Écoutez en tout cas son album Reason, allez la voir en concert, ça va être au Zénith de Nantes
le samedi 14 novembre, c'est 35 €. Je serai au premier rang, c'est sûr. Il fera ça, youhou, c'est Ouais, la sous, avec j'adore. grand- Merci beaucoup, Merci à Lucas, d'être venu. Et merci à vous, messieurs, d'être venus parler d'échecs. Les univers se croisent, c'est parfait. Merci à tous. À demain. À la même heure, bien sûr, sur Télé Nantes.